Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je me présente, Olivier Plutard, responsable de l'unité offre téléservice employeur à la Caisse primaire Côte d'Opale, et je suis accompagné de mon collègue. Bonjour à tous, Jean-Paul Ouadou, chargé de relations entreprises à la Caisse primaire de la Côte d'Opale. Bien, donc nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle session de webinaire organisée par la Caisse primaire Côte d'Opale. Nous allons patienter quelques instants avant de commencer, le temps que les derniers connectés puissent nous rejoindre, puisque ce webinaire doit commencer d'ici quelques minutes. On va patienter un petit peu. Vos micros et caméras sont coupés pour des raisons évidentes de fluidité. Par contre, bien évidemment, vous pourrez nous adresser vos questions via l'onglet QR, questions-réponses. Ainsi, nous prendrons le temps à l'issue du webinaire de répondre à toutes vos questions. Le support PowerPoint ainsi que le replay d'enregistrement vous seront envoyés d'ici quelques jours. Patientons quelques instants. À l'issue du webinaire, vous aurez une enquête de satisfaction. Donc, surtout, merci de rester connecté à l'issue du webinaire. Pour patienter 2 3 minutes. Est-ce que vous pouvez nous signaler si vous voyez le diaporama, si vous nous entendez, s'il vous plaît, via l'onglet QR? Ah, je vois, oui, une personne avait main. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est déjà une bonne chose. On va pouvoir démarrer. Bien, donc nous allons démarrer sans plus attendre. Donc, pour des raisons évidentes de fluidité du webinaire, vos micros et caméras sont coupés. Merci d'adresser toutes vos questions via l'onglet QR. Un temps de réponse est prévu à l'issue du webinaire et nous vous enverrons les questions-réponses à l'issue. Le support PowerPoint ainsi que le replay vous seront envoyés d'ici quelques jours. Bien, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'attestation de salaire en accident de travail, maladie professionnelle, et un point particulier développé sera consacré aux primes. Concernant le sommaire, nous allons voir dans un premier temps le dernier jour de travail et les éléments du salaire de référence. Ensuite, le salaire de base, les primes et rappels de salaire, la perte de salaire, la reconstitution de l'attestation de salaire en DSM, et enfin les contacts pour terminer. Le dernier jour de travail et les éléments du salaire de référence. Alors, pourquoi indiquer un dernier jour de travail? Dans le cas des déclarations des arrêts de travail, il convient de toujours indiquer la date du dernier jour de travail, puisque celle-ci est très importante. Elle nous permet de déterminer le point de départ de la période de référence pour l'étude des droits aux indemnités journalières, le calcul du montant de l'IJ et le début de l'indemnisation. Point très important, toute journée de travail commencée par le salarié n'est pas indemnisable par l'assurance maladie. C'est donc à l'employeur de l'indemniser. Alors, en accident de travail, maladie professionnelle, quel dernier jour de travail indiqué?
Donc là, nous avons deux exemples qui sont les exemples de principe. Lorsque votre salarié a un accident de travail qui entraîne un arrêt de travail immédiat, le salarié fournit un certificat médical daté du jour de l'accident de travail, ici le 12 juin. Donc le dernier jour de travail est le 12 juin. Donc, pas de souci. C'est donc la même date. Dans le cas numéro 2, le salarié a un accident de travail, mais un arrêt qui est postérieur à la date de l'accident. Puisqu'en accident de travail, on peut tout à fait être en soins et pas en arrêt de travail. Donc là, la date du 12 juin n'entraînant pas un arrêt immédiat, le salarié a travaillé les 12 et 13 juin et a fourni un certificat médical d'arrêt à compter du 14 juin. Dans ce cas-là, le VJT correspond à la veille de l'arrêt de travail, soit le 13 juin. Très important. Donc, je renseigne la date du dernier jour de travail de l'accident, qui est souvent celle du jour de l'accident, quand l'arrêt de travail a lieu le même jour. Pour la bonne indemnisation d'un risque professionnel, il est important de bien déclarer, dans le cadre A, le salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Donc, il correspond au salaire brut du mois précédant le dernier jour travaillé pour les salariés qui sont mensualisés. Exemple, dernier jour de travail le 15 juin, le salaire de base sera mai, le dernier jour de travail le 30 juin, le salaire de base sera juin. Et il correspond au salaire brut des 12 mois précédant le dernier jour travaillé pour les salariés en activité discontinue, c'est-à-dire, par exemple, les intérimaires. Les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base cadre B, il correspond aux primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Dans le cadre C, vous indiquerez la perte de salaire lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée par le salarié. Ça arrive assez fréquemment. Et il correspond à la perte de salaire subie suite à une absence autorisée pendant la période de référence du cadre A. Alors, un petit quiz. Nous allons vous interroger à travers un petit sondage. À quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en ATMP sur Net Entreprise ou en signalement DSN? Donc, trois réponses possibles. Je vous lance le sondage. Voilà, donc, n'hésitez pas à répondre. Parmi ces trois réponses, le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, salarié mensualisé, les salaires des 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé, les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Activité discontinue. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre. Il va y avoir plusieurs réponses, hein. Ah, vous avez été aidé par mon collègue. Vous êtes assez nombreux, je vous laisse le temps. Donc, en ATMP, à quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire? Bien, je vais mettre fin au sondage. Alors, pour 70% d'entre vous, le salaire du mois précédent d'un jour travaillé, les salaires des 3 mois pour 22% d'entre vous, et les salaires des 12 mois qui précèdent les derniers jours travaillés. Activité de continue pour 7% d'entre vous. Alors, la réponse, le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, salarié mensualisé, et les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé pour les salariés en activité discontinue, intérimaire, etc. Alors, le salaire de base, cadre A.
Donc, j'indique le salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, il comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Le salaire principal, également les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, dans le même mois. C'est très important. Ainsi que les primes mensuelles versées au titre du mois de référence, les primes d'assiduité, d'habillage. Donc, c'est vraiment les primes afférentes au mois considéré. J'indique également le taux de cotisation qui correspond à 21% du montant brut indiqué précédemment. Donc, c'est un taux forfaitaire, hein, le taux de 21%. C'est une règle qui a été adoptée il y a déjà quelques années pour des raisons de simplification. Donc, voilà. Voilà les éléments indiqués dans le cadre A. Donc, exemple de salaire de base à reporter sur l'attestation de salaire. Là, vous voyez un bulletin de salaire où est indiqué le salaire brut soumis à cotisation. Donc, en l'espèce de 1922,52 €. J'indique un mois de salaire brut soumis à cotisation accident de travail si le salarié est mensualisé, ou 12 mois si le salarié est en activité discontinue. Donc, dans ce dernier cas, cela concerne le plus souvent les entreprises de travail temporaire. Bien, je laisse la parole maintenant à mon collègue Jean-Paul. Merci Olivier. Donc, on va aborder un chapitre important qui concerne les primes et les rappels de salaire, le cadre B de l'attestation de salaire. Alors, avant de commencer, encore un petit quiz. Donc, selon vous, quelles primes et rappels de salaire doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle? Donc, toutes les primes et rappels de salaire brut des 13 mois précédant le dernier jour de travail, toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail, ou toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans le mois qui précède. Donc, je viens de lancer le sondage. Merci d'y répondre. Je vous attends quelques instants pour que tout le monde puisse y répondre. Je vois le sondage. C'est très interactif aujourd'hui. Bien, tout le monde a terminé. Je vous partage les résultats. Donc, vous avez été 8% à indiquer le choix numéro 1, 38% à indiquer le choix numéro 2 et 54% le choix numéro 3. Donc, on va passer au résultat. Eh bien, il fallait répondre le choix numéro 2, c'est-à-dire toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Alors, pourquoi cette réponse? Eh ben, tout simplement parce que la date de versement est essentielle, hein, pour savoir si une prime va être prise en compte ou pas. Donc, qu'est-ce que on entend par prime et rappel de salaire? Ça peut être par exemple un 13e mois, une prime de fin d'année ou un rappel de salaire suite à une augmentation générale des salaires dans l'entreprise. Donc, dans ce cadre B, j'indique la date de versement, la période à laquelle
la prime se rapporte. Donc, il peut s'agir d'une prime annuelle sur 12 mois ou une prime semestrielle ou trimestrielle, hein. Donc, il faut bien indiquer donc, la périodicité, le montant brut soumis à cotisation, ainsi que la part salariale à déduire correspondant à 21%. Alors, donc là, on vous demande, par exemple, pour un accident de travail du 15 juin 2024, on va avoir un salaire de référence, c'est-à-dire le cadre A de mai 2024. Par contre, on va vous demander d'indiquer toutes les primes versées au cours des 13 mois civils qui précèdent le DJT. Alors, pour mieux comprendre la prise en compte des primes, il y a trois éléments essentiels. Tout d'abord, la date de versement de la prime. Donc, il s'agit de la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime. C'est par exemple la date du virement. Cette date est déterminante pour la prise en compte de la prime. Donc, deuxième élément important, la période de référence de la prime. Donc, ce qu'on on appelle la périodicité. Il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime versée. Exemple, prime versée le 1er janvier 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, la période de report. La période de report est calculée par l'assurance maladie en fonction de la date de versement de la prime ainsi que de sa périodicité. Ensuite, on va proratiser la prime, c'est-à-dire qu'on va, selon la nature de la prime, hein, si c'est une prime annuelle, on va en prendre un douzième. Si c'est une prime semestrielle, on va en prendre un sixième, qu'on va rajouter au salaire de référence. Alors, la période de report est calculée en fonction de la date de versement de la prime. Là, c'est très, très important. Si la prime est versée pendant la période à laquelle elle se reporte, la période de report débutera le premier jour du mois de versement. Exemple, là, pour une prime versée le 31 décembre 2023, pour une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la période de report sera du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Donc, très important, premier jour du mois de versement. À l'inverse, si cette prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, la période de report démarre le premier jour du mois civil suivant la date de versement. Dans notre exemple, la prime correspond au 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle est versée le 3 janvier 2024. Et bien dans ce cas-là, la période de référence débutera. On a là un exemple pour un accident de travail du mois de juin, donc le 15 juin 2024. Le mois de référence, c'est bien mai 2024. Donc ici, on a trois exemples de primes. Donc on va déterminer si ces primes vont être prises en compte ou pas. Donc dans le cas pardon, du premier, date de versement le 30 juin 2023 pour une période du 1er avril au 30 septembre 2023, donc une prime semestrielle. Elle est bien versée dans la période de référence. Donc, étant donné qu'elle est versée le 30 juin, la période de report démarrera le 1er juin 2023 jusqu'au 30 novembre 2023. Donc là, on voit que on n'en tiendra pas compte puisque le mois de mai 2024 n'est pas compris dans cette période de report. Contrairement aux primes suivantes, hein, je prends l'exemple d'une date de versement au 30 novembre 2023 pour une prime annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc la période de report débute bien le 1er novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024. Donc le salaire enfin le mois de référence, mai 2024, est bien inclus dans cette période de report. Donc là, effectivement, on va en prendre un douzième. De même que la prime trimestrielle qui est versée le 31 mars 2024 pour une période du 1er janvier au 31 mars, donc bien inclus dans la période de référence. Donc période de report
du 1er mars au 31 mai 2024. Donc, on va en prendre un tiers qu'on rajoutera au salaire de base. Alors, si la prime est versée en dehors de la période de référence, on a toujours notre exemple de l'accident de travail du 15 juin 2024 avec un salaire de base mai 2024. Donc ici, vous voyez, on a quatre primes. La première versée le 5 mai 2023 pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc cette prime est versée en dehors de la période de référence. Donc la période de report va débuter le 1er juin 2023, c'est-à-dire le premier jour du mois civil qui suit la date de versement. Donc 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2024. Donc là, on voit que cette prime, elle va être prise en compte. On va en prendre un douzième qu'on va rajouter au salaire de base. À l'inverse, on a une prime semestrielle qui concerne la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, qui est versée le 5 octobre. Le 5 octobre, en dehors de la période de référence, donc période de report du 1er novembre 2023 jusqu'au 30 avril 2024. Donc là, effectivement, elle ne sera pas prise en compte puisque la période de report n'inclut pas le mois de mai. Donc on a deux autres exemples où on prend en compte ou pas selon la période de référence et la date de versement. Autre exemple, hein, si la prime est versée pendant ou en dehors de la période de référence, donc on a un accident de travail le 11 janvier 2024, donc salaire de référence décembre 2023. La première prime est versée le 5 janvier 2023 pour une période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc la période de report débute bien le 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2024. Donc notre mois de référence décembre 2023 est bien inclus dans cette période de report. Donc on va en prendre un douzième. De même que la seconde prime, hein, prime versée pendant la période de référence, 31 décembre 2023 pour une période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Donc période de report 1er décembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024. Donc là, on voit bien que cette période de report inclut bien le mois de décembre 2023. Et donc là aussi, puisque c'est une prime annuelle, on va rajouter un douzième au salaire de base. Euh, Olivier, est-ce que tu peux nous parler des heures supplémentaires? Bien sûr, Jean-Paul. Donc, je vais aborder le cas particulier des heures supplémentaires et modulation du temps de travail. Par principe, les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence sont prises en compte dans le salaire de base. Exemple ici, un accident de travail en juin 2024. Le mois de référence sera le mois de mai, le mois précédent. Si au total 60 heures supplémentaires ont été effectuées en mars, avril et mai 2024, versées en mai 2024, dont 20 heures effectuées que sur le mois de mai, ce sera donc à inclure dans le salaire de base dans le cadre A. Donc on proratise. Les 40 heures restantes sont donc à exclure absolument du salaire de base. C'est très important. On est vraiment ici dans le fractionnement des heures supplémentaires en fonction du mois de référence, hein. C'est le cas en ATMP. Ce qui est différent en maladie, c'est complètement différent de la maladie. Concernant la modulation du temps de travail, qui correspond à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés, elle est inscrite au contrat de travail ou dans la convention d'entreprise, convention collective. Exemple, accident de travail en janvier 2024, le mois de référence est décembre 2023. Si au total 150 heures sont effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023, versée en décembre 2023, le montant total des heures versées en décembre, 150 heures, sont à inclure dans le salaire de base cadre A. Alors, ce qu'il faut retenir de ce qui a été jusque-là dit, petit 1, renseigner toujours la date du dernier jour de travail, très important.
Dans le salaire de base cadre A, indiquez uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois sont à intégrer dans la partie rappel de salaire, cadre B. Petit 3, toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du salaire AT. Si vous avez un doute, indiquez toutes les primes versées dans les 13 mois précédant l'arrêt de travail en AT-MP, cadre B, et c'est le service risque professionnel de l'assurance maladie qui étudiera le dossier et qui prendra en compte les bonnes primes, puisqu'ils ont l'expertise nécessaire pour le faire. Concernant la perte de salaire, cadre C, je laisse la parole à mon collègue. Merci, Olivier. Donc, il arrive parfois que votre salarié ait eu une absence autorisée durant le mois de référence. Donc, par absence autorisée, on entend euh, absence pour maladie, absence pour paternité, maternité, accident de travail, maladie professionnelle, et absence autorisée, même non rémunérée. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vous demande un congé exceptionnel non rémunéré pour se rendre aux obsèques d'un membre de sa famille, par exemple. Ça sera une absence autorisée. Donc, dans ce cas-là, on va vous demander d'indiquer la perte de salaire occasionnée par cette absence. Donc, à l'inverse, hein, si c'est quelqu'un qui ne vient pas travailler un lundi sans vous avoir demandé l'autorisation, sans fournir d'explication, ben là, vous n'allez pas payer sa journée et ça ne fera pas l'objet d'un salaire établi. C'est-à-dire qu'on ne voudra pas, on vous demandera pas euh, d'indiquer la perte de salaire dans ce cas-là. Alors, on va voir la reconstitution de l'attestation de salaire. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il est bien évident que c'est lorsque vous remplissez une attestation de salaire, soit papier, au pire, hein, soit sur net entreprise. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle de cadre A, de cadre B, de cadre C. Quand on rematérialise l'attestation de salaire, on voit bien où se situent les cadres, les différents cadres. Cadre A, donc le salaire de base. Le cadre B, ici, les rappels de salaire et les primes versées dans les 13 mois civils qui précèdent le dernier jour de travail. Et le cadre C, la perte de salaire occasionnée par une absence autorisée. On va aborder maintenant la DSN avec de nouveau un petit quiz. Donc, selon vous, quels sont les avantages du signalement DSN en ATMP? Donc, il n'y a pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir, et un seul signalement DSN génère une attestation ATMP et une en maladie. Je lance le questionnaire. Donc là aussi, hein, plusieurs réponses sont possibles. Je pense que il y a encore quelques personnes qui répondent. Si on a le temps, on prend le temps. Bien, je vais mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Jean-Paul? Donc vous avez été 21% à choisir le choix numéro un, pas de montant de salaire à compléter, et 79% à indiquer le choix 4. Un seul signalement génère une attestation ATMP et une en maladie.
Donc toutes les réponses étaient correctes en fait, hein. Donc en DSN, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous devez indiquer comme montant de salaire. Vous n'avez pas à vous soucier des primes ni des pertes de salaire. Et effectivement, un seul signalement DSN génère une attestation AT et une en maladie. Comme on précisait précédemment, un seul signalement DSN génère deux attestations, une au titre des risques professionnels et une autre au titre de la maladie. Tout simplement parce que les délais d'instruction sont parfois un peu longs, hein, notamment en maladie professionnelle, hein, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Donc ça va nous permettre, grâce au signalement DSN, d'indemniser l'assuré ou l'employeur, s'il y a demande de subrogation, sur un taux provisoire en maladie. Donc on reçoit tous les éléments qui vont nous permettre d'indemniser le dossier de manière rapide. Alors ici, on a une grille d'aide au remplissage des primes en DSN. Alors ça, c'est vraiment technique, hein, ça concerne, je dirais, plus les éditeurs de logiciels, mais on voit que le cadre A donc, est inclus dans la norme dans ce qu'on appelle le bloc 52. Alors ça, c'est vraiment très technique, hein. On vous donne ça à titre d'information c'est un tableau que vous pouvez éventuellement transmettre à votre éditeur de paye, hein. Si vous apercevez que les attestations ATMP reçues via la DSN posent problème, ben, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un problème de paramétrage au niveau du logiciel de paye. Donc le cadre A, le cadre B, le cadre C sont vraiment une partie intégrante des DSN. On va faire un petit point sur le calcul de l'indemnité journalière en accident de travail maladie professionnelle. Donc pendant les 28 premiers jours d'indemnisation, l'IJ est égal à 60% du salaire journalier de base. Alors le salaire journalier de base, c'est le salaire de référence, hein, donc le cadre A, plus les primes proratisées, plus éventuellement la perte de salaire occasionnée à l'occasion d'une absence autorisée. On ajoute tout ça et on divise par 30,42, ce qui nous donne le gain journalier de base. Donc 60% de ce gain journalier les 28 premiers jours, et à partir du 29e jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière est majorée et est portée à 79% du salaire journalier de base. Au-delà des 3 mois d'arrêt de travail, on peut avoir ce qu'on appelle une revalorisation de l'indemnité journalière. Alors ça dépend effectivement de votre convention collective, hein. S'il y a une augmentation générale des salaires après l'accident de travail, eh bien, on pourra en tenir compte à l'aide d'un imprimé spécifique, hein, et donc revaloriser l'indemnité journalière. À noter que cette revalorisation n'est plus possible en maladie simple. Il n'y a plus qu'en accident de travail, maladie professionnelle où on peut revaloriser pardon, une indemnité journalière. Alors, par rapport à la subrogation, on vous demande quand vous indiquez, soit vous remplissez une attestation de salaire sur une nette entreprise ou une DSN événementielle, d'indiquer la date maximale que votre convention autorise. En fait, si vous avez un arrêt de travail initial de 15 jours et que votre convention collective prévoit 6 mois, 1 an, 3 ans de subrogation, indiquez d'emblée les 3 ans. Ça évitera des problèmes de règlement, parce que si vous vous limitez à la prescription initiale, eh ben, au bout de 15 jours, les indemnités journalières seront versées à l'assuré. Donc là, soyez vigilants effectivement par rapport à ça. En cas d'attestation rectificative ou annulaire en place en DSN, on vous demande aussi d'indiquer la date de début initial de subrogation. Alors, l'assurance maladie n'est pas capable de gérer plusieurs RIB pour un seul SIRET.
Donc, lorsque vous allez demander la subrogation, on vous demande d'indiquer un seul RIB pour tous les risques, que ce soit maladie, accident de travail, maternité, paternité. Alors, avant de conclure ce webinaire, de nombreuses questions nous ont été posées. Je vais en évoquer quelques-unes. Alors, comment la caisse primaire peut savoir pour un dernier jour de travail si le salarié a travaillé le jour de l'accident? Bah, c'est très simple. On se base par rapport à la déclaration d'accident de travail lorsque vous, en tant qu'employeur, vous indiquez l'heure de l'accident et les horaires de travail du salarié le jour de l'accident. Ainsi, le technicien chargé du dossier saura faire la part des choses pour déterminer le début d'indemnisation de l'arrêt de travail. Les congés payés sont-ils considérés comme une absence autorisée, Jean-Paul? Les congés payés? Bien sûr, Oui, donc tout à fait, puisque le salarié ne travaille pas, il est en congé payé, c'est considéré comme une absence autorisée. Et concernant le cas des personnes nouvellement embauchées, donc là, c'est très simple. Il faut indiquer le salaire de comparaison comme si le salarié avait travaillé entièrement durant le mois qui précède le jour de l'accident en accident de travail. voilà, je peux compléter, Olivier, ainsi. Donc, vous avez un salarié qui est embauché, par exemple, là, au mois de mai. Il a un accident de travail au mois de juin. Donc, le salaire de référence, ça sera bien le mois de mai. Et s'il est embauché en cours de mois, il faudra indiquer comme motif d'absence une nouvelle embauche et indiquer la perte de salaire qui correspond à la période pendant laquelle il n'a pas travaillé chez vous. Hein, donc, de même, hein, si euh, vous embauchez quelqu'un au 1er juin et qu'il a un accident de travail le lendemain, eh bien, le salaire de référence, ça sera le mois de mai. Il n'y aura pas de salaire du tout chez vous, mais il faudra indiquer le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps complet ou selon son contrat de travail au mois de mai. D'autres questions nous ont été posées, mais elles sont beaucoup plus complexes et susciteront une réflexion plus approfondie, mais nous enverrons l'ensemble des questions-réponses à l'issue du webinaire d'ici quelques jours. Nous vous partageons ici quelques contacts, offres, services employeurs intéressants. Amélie.fr entreprise, qui n'est pas très connue par tous les employeurs, est très utile car c'est un site d'information qui regroupe des informations réglementaires et d'actualité, de l'assurance maladie, dédié aux employeurs, avec des articles sur des sujets bien précis et d'actualité. Vous disposez également de la newsletter régionale 3 minutes entreprise. Donc, c'est un journal numérique, CEPAM CARSAT, qui présente tous les mois un panorama de sujets utiles pour l'entreprise, actualité, conseils en prévention, nouvelle offre téléservice, gestion des arrêts de travail et témoignages, avec une déclinaison régionale. Et je vous indique également le lien pour vous abonner si vous le souhaitez, si ce n'est pas encore le cas. Nos contacts donc, au niveau de la plateforme téléphonique. Si vous avez une question quelconque, il faut prioriser donc, la plateforme téléphonique qui est un service gratuit, le 36 79. Et bien évidemment, je vous indique le portail netentreprise.fr où derrière cette interface, vous allez retrouver tous nos téléservices par lesquels vous utilisez pour nous transmettre les différents documents. Vous disposez également d'un numéro de plateforme téléphonique en cas de problème technique, qui est le 0806 800 700, service qui est gratuit également. Et bien évidemment, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter à notre adresse mail générique qui est indiquée ci-dessous, 6employeurs.cepam-code opal assurance-maladie.fr. Voilà, bah, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre participation. Et
disons à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde. Et n'oubliez pas de répondre au petit questionnaire de satisfaction. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Enfin, Je laisse un peu. J'ai des questions. Tu peux.